Donc j'aimerais bien vous mettre en situation aujourd'hui pour que vous compreniez ce que c'est qu'être un musicien dans un orchestre. Aujourd'hui, j'aimerais bien que vous soyez musicienne d'un orchestre symphonique. Okay. Nous sommes à Gaillard, en France, aux portes de Genève, dans le cabinet de Céline Buissou, ergothérapeute spécialisée dans l'appareillage et la rééducation du membre supérieur et du musicien. Choisissez un instrument, ce que vous voulez. La flûte traversière, le violon. Je vais vous mettre en situation, dans les gestes notamment des musiciens. L'idée de Céline, c'est de nous faire ressentir, tout du moins approcher, ce sur quoi on enquête depuis plusieurs mois, la douleur. La douleur des musiciennes et des musiciens professionnels d'orchestre. Et vous allez nous jouer le boléro de Ravel. Donc il va falloir tenir sur la durée du boléro de Ravel dans la posture de votre instrument. Et pour vivre ce boléro de Ravel de l'intérieur, Céline nous dote chacune d'un instrument improvisé, flûte traversière revisitée en clé à molette pour l'une et tupperware rempli d'attaches pour l'autre en guise de violon avec un stylo pour l'archer. Vous êtes motivés ? Ouais, on est super motivés. Donc le boléro, c'est vraiment un morceau qui est très très répétitif, avec le même rythme qui s'accélère de plus en plus, avec au fur et à mesure des instruments qui vont continuer à jouer, notamment les cordes, et des instruments solistes comme la flûte qui va intervenir aussi. Donc pendant quelques minutes, la flûte va être vraiment le centre du morceau. Voilà pourquoi donc tu es contente que je choisisse la flûte. Et c'est parti pour 18 minutes 40 du boléro de Ravel interprété par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Lionel Bringuet pour les musiciennes et musiciens de cette vidéo et sous la direction de Céline Buissou pour nous. Les épaules se baissent, les mains ne savent plus comment se positionner, les jambes non plus. On a mal dans les omoplates, dans le bas du dos, dans les épaules. Nos instruments nous paraissent lourds, notre corps essaie de compenser. On souffre, on souffle, on rigole aussi, mais surtout on comprend, on apprend de l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, le point que vous soulignez toutes les deux, c'est plutôt les épaules et les omoplates. C'est pas la main. Donc, en fait, la main est presque la victime collatérale, quoi. Enfin, c'est plutôt le contraire. Parce que la main, elle a toute l'attention. Elle a toute l'attention du musicien, toute l'attention du public, toute l'attention des thérapeutes. Mais en fait, les épaules et le dos et les omoplates, c'est eux les victimes collatérales. Parce que c'est souvent eux qu'on oublie. Et vous voyez que c'est vraiment cette partie du corps, vraiment le haut du dos et le début du bras qui est fondamental. Et c'est vraiment le fondement, la base du bras en fait. C'est vraiment l'omoplate, l'épaule et c'est toute cette ceinture scapulaire en fait qu'on appelle ceinture scapulaire qui soutient en fait jusqu'au bout du doigt. Bienvenue, vous êtes dans le podcast de la Criée Média, la main des musiciennes et musiciens, une enquête signée Léna Ayou et Karine Paulien. Je m'appelle Céline Buissou, je suis ergothérapeute spécialisée dans le membre supérieur et notamment la rééducation et l'appareillage de la main. Donc je fais des attelles sur mesure et aussi de la rééducation spécialisée du membre supérieur. Alors ergothérapeute, ça vient du grec d'activité. Donc on est vraiment des thérapeutes de l'activité. Donc par et pour l'activité. Donc on va vraiment venir rééduquer les gestes, les activités qui sont variées d'une personne à l'autre et par l'activité. Donc en remettant en situation, en rebougeant de manière un petit peu améliorée pour éviter les souffrances. J'ai choisi la musique pour plusieurs raisons. D'abord des raisons personnelles. C'est vrai que je suis musicienne, donc j'ai eu connaissance des gestes par l'expérimentation pendant mon enfance, pendant mon adolescence, donc je sais ce que c'est que d'apprendre la musique. Et finalement, ce sont des personnes qui ont assez peu de ressources en termes de professionnels de santé et sont souvent en recherche de professionnels qui va comprendre la manière dont ils ont évolué leurs gestes et la manière dont ils font leurs gestes.
et donc la manière qui a permis à la pathologie de s'installer. Donc c'est vrai qu'il y a assez peu de professionnels qui connaissent ces contraintes et je me suis dit que c'était intéressant d'orienter justement, d'allier mon métier d'activité à leur activité en particulier. Nous sommes toujours avec Céline Buissou qui nous explique pourquoi le musicien ou la musicienne professionnelle n'est pas un patient ou une patiente comme les autres. C'est pas un patient comme les autres parce qu'il n'a pas des activités du quotidien comme les autres, tout simplement. Donc il va avoir des gestes répétés, il va avoir une exigence aussi dans la qualité du son, dans la finesse du geste qui est extrême en fait, qui est vraiment poussée dans la finesse, dans la force, dans l'endurance pour produire de la musique, et ce qui fait qu'on ne retrouve ça dans aucune autre activité que la musique et que chez le musicien professionnel ou le musicien qui n'exerce pas. Mais c'est vrai que ce sont des gestes qu'on va retrouver chez des musiciens qu'on ne peut retrouver chez personne d'autre. En fait, quel est le rôle de la main dans le corps des musiciens ? Alors souvent, en étant spécialisée de la main, je traite très peu la main. Finalement, il y a beaucoup de cristallisation se font et beaucoup de douleurs se font au niveau de la main, mais le problème est souvent ailleurs, et souvent au niveau du coude, au niveau de l'épaule, au niveau de l'omoplate, du dos. Et finalement, la main, c'est rare quand elle est blessée. C'est souvent le corps dans sa globalité qui est souffrant, mais la main est très rarement blessée parce qu'elle est extrêmement forte, elle est extrêmement vive. Il y a énormément d'articulations, de muscles qui font que la main, elle est rarement en cause initiale. Elle est souvent des conséquences de dérèglement de l'ensemble du corps. Il faut imaginer que les musiciens, ils font des gestes répétés continuellement. Donc ils sont tout le temps en train de faire les mêmes gestes dans les mêmes positions et à des rythmes plus ou moins soutenus. Et forcément, si une partie du bras se dérègle, tout le reste va compenser et la finalité, ça reste quand même la main. C'est la main qui termine le geste, qui élabore le geste dans sa globalité, dans sa finalité. Et souvent, c'est pour ça que c'est elle qui souffre. C'est la main qui est souvent la conséquence du dérèglement, mais que finalement, le dérèglement, il vient de bien plus haut en général et que tout le bras, tout le membre supérieur est en cause. Et que c'est la main qui vient finaliser, donc elle souffre un petit peu plus facilement, mais que finalement, la rééducation, elle consiste à justement ne pas s'occuper de la main, mais de tout le reste. Disons que c'est la main qui tient l'archet, c'est la main qui vient actionner les clés, mais c'est tout le corps qui permet à la main d'être à cette position, à cet endroit-là. Donc la main est souvent très mise en avant, mais finalement c'est tout le corps qui impacte et qui joue dans l'élaboration du geste. Est-ce que les musiciens et les musiciennes ont cette conscience-là pleine du corps ? De plus en plus. Depuis quelques années maintenant, on voit que les musiciens adhèrent à des techniques très globales, de techniques de positionnement du corps, de relâchement, mais n'ont pas encore le réflexe et surtout ne savent pas vers qui se tourner quand il y a des crispations, des douleurs ou des sensations d'inconfort. Et c'est là où est le problème, c'est qu'ils ne savent pas vers qui aller, parce qu'il y a beaucoup de méconnaissance des contraintes des musiciens et beaucoup de professionnels de santé qui passent un petit peu au-dessus de leur douleur, un peu sous prétexte qu'ils sont musiciens. Et que c'est vraiment une méconnaissance de ce qu'est un musicien en tant que personne humaine, au-delà des gestes qu'ils font, c'est vraiment une méconnaissance de leur métier en fait. Ça fait plusieurs années que les musiciens cherchent les professionnels de santé, que les professionnels de santé cherchent les musiciens. On voit que il y a deux groupes de personnes qui se cherchent et qui ont du mal à se trouver. Donc de plus en plus maintenant, il y a des études scientifiques d'un côté, les musiciens prennent conscience et vont vers des professionnels de santé. Il faut juste maintenant que chacun arrive à tendre la main vers l'autre, mais c'est vraiment en train de se passer. C'est vraiment quelque chose qu'on observe depuis plusieurs années. Maintenant, les musiciens sont en demande concrète de qu'est-ce qu'on fait, plutôt que oui, c'est intéressant d'aller voir quelqu'un. Maintenant, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est convaincu qu'il faut le faire. Du coup, c'est de la méconnaissance ou c'est du tabou pur ? C'est-à-dire, on va pas aller déclarer sa souffrance justement pour pas perdre sa place ?
Il y a probablement des deux. Il y a très peu de places dans les ensembles professionnels. Et il est vrai que dès l'instant où quelqu'un va être un petit peu moins bien, il y en aura 3 autres qui sont prêts à prendre leur place et qui seront peut-être en meilleure forme ou moins de douleur. Donc c'est vrai que c'est un peu de la méconnaissance, un peu de tabou. Il y a un peu de tout en même temps et mélangé qui font que ça devient extrêmement complexe aussi de dire aujourd'hui j'ai mal, aujourd'hui je ne peux pas jouer parce qu'aujourd'hui j'ai mal. C'est des choses qui ne se font pas, qui ne se pratiquent pas à n'importe quel niveau, que ça soit professionnel ou amateur. Aucun élève va dire à son prof de musique aujourd'hui j'ai mal à la main, on peut pas faire la répétition. Alors qu'à la moindre entorse d'un sportif, on peut lui dire « Ok, aujourd'hui, on calme, on fait autre chose et on reprendra quand ça ira mieux. » Les musiciens n'entendent pas ça. Nous sommes dans le cabinet d'ergothérapie de Céline Buissou où nous rencontrons Théo et Patrick. Bonjour, donc je me présente, voilà, je m'appelle Théo, j'ai 21 ans, donc je suis accordéoniste, j'habite en Haute-Savoie et j'étudie du coup au conservatoire à la Haute École de Musique de Lausanne depuis maintenant 3 ans, actuellement du coup en 3e année de bachelor. Et ça fait 10 ans, bientôt 11 ans que je pratique l'accordéon. Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis pianiste. Cette année, ça fait 50 ans que je suis derrière un clavier. Et j'enseigne à Bellegarde, je dirige l'école Martenot à Paris. Et quand il me reste du temps, je donne des concerts en plus. Moi, j'ai connu l'enseignement du piano traditionnel où c'était 6 heures par jour et le corps, on s'occupait juste des doigts et on faisait tous les uns après les autres tendinite sur tendinite, des douleurs de partout, mal dans le dos et les profs qu'on avait rien à cirer. Je suis arrivé à Genève 6 mois après, j'ai eu des soucis physiques et quand j'ai passé mon diplôme, 5 ans après, la veille de l'examen, le prof me dit « Mais au fait, t'avais pas eu des problèmes physiques, toi ?» Il s'en est soucié au bout de 5 ans, hein, donc et c'est là où j'ai commencé à travailler avec des kinés spécialistes, des musiciens, et que j'ai commencé à assouplir toute ma posture et que les douleurs sont parties les unes après les autres. Mais c'était l'enseignement 6 heures par jour, il fallait jouer, et on était en tension, et le prof à côté était pas toujours très sympa, et on jouait complètement tendu. Et si on lui disait « j'ai mal là », t'as pris le texte ? Qu'est-ce qui... vous tendez particulièrement dans cette atmosphère-là ? Effectivement, les places sont chères. Donc quand on arrive au concours et qu'il y a 100 inscrits et qu'ils en prennent 5, déjà il y a la pression. Dès qu'on en met une à côté, on se dit je perds une chance de plus. Et les profs qu'on avait autrefois étaient pas forcément très encourageants. Moi, mon prof, je tairais dans quel conservatoire et comment il s'appelait, j'en avais un qui était capable de nous écouter jouer en audition, et puis quand on sortait, il nous disait « Et tu crois qu'un jour tu sauras jouer correctement ?» Il y avait la peur du jugement. Moi, j'ai eu la partition qui a traversé les airs, et le prof qui dit « Écoute, tu peux suivre ta partition et rentrer chez toi. » Il n'y avait pas vraiment de bienveillance, donc là déjà on commence à jouer et dès qu'on en met une à côté on se dit une autre de plus. Puis après quand on écoute les concertistes en concert on fait il en met aussi à côté lui, puis on lui dit rien. Donc il y a déjà toute cette tension là et puis comme il faut fournir des efforts on se tend, on arrive, on se sent pas forcément prêt, donc on joue avec une respiration très courte et les tensions s'accumulent et on s'en rend pas compte. Puis un jour on dit tiens c'est marrant, j'ai mal dans le coude là. Puis j'ai mal là. Et quand on en parle aux profs, comme ils n'ont jamais eu cette éducation, ils nous écoutent pas et c'est allez vas-y joue, je t'écoute. Ça vient de là. Et pour toi Théo, ça a été la même expérience ? Alors je dirais un petit peu différente. Donc en fait du coup voilà comme disait Patrick,
Il y a tout ce qui est la préparation en fait des concours, tout ça en fait il faut travailler énormément. Et moi du coup c'est pareil dans l'école de mon oncle. On nous apprend du coup à donner le meilleur de soi-même, à apprendre à se surpasser, et pour ça, pour réussir, il n'y a pas le choix que de bosser. C'est comme dans tous les domaines de la vie, en gros pour s'en sortir, il faut travailler quoi. Et du coup comme Patrick, c'est 6, 7, 8 heures tous les jours pour pouvoir monter un programme, pour ensuite du coup faire des concours, puis pour progresser en fait tout simplement. Et pour devenir ensuite du coup concertiste, quand on aspire du coup à devenir concertiste, et ce qui fait que des fois en fait on travaille tellement qu'on pense pas spécialement en fait au corps, on pense juste à la musique. Et en fait on veut tellement exceller en fait dans la musique qu'on en oublie un peu le corps, ce qui fait que du coup en plus comme disait Patrick, avec le stress du coup l'exigence qu'on se met déjà à soi-même, et que des fois les profs autour nous mettent, mais parce qu'ils veulent qu'on s'en sorte, qu'on réussisse quoi. Ce qui fait que du coup on a tendance à se crisper, et comme il l'expliquait aussi également au niveau de la respiration, donc on pense beaucoup moins à s'oxygéner, et du coup les muscles, les tendons, tout ça ça se crispe, et puis après on travaille en force, ce qui fait que du coup après on se fait mal. Et du coup, voilà, pour citer un exemple, typiquement, moi, mon oncle, à l'époque, quand il apprenait l'accordéon, donc il travaillait 8, 9 heures, 10 heures par jour, vraiment une brute de travail, en fait. Et lui, du coup, m'a toujours enseigné quand même la détente, mais moi, après, de mon côté, quand je travaillais, je me rendais pas forcément compte, et lui, il s'est blessé une fois au doigt parce qu'il travaille beaucoup en force. Et en fait, du coup, de par son expérience, il en a retenu quelque chose, du coup, un savoir, et du coup, il essaye toujours, il axe vraiment, du coup, le travail sur la détente. En fait, je trouve que ce qui est compliqué, c'est que certaines expériences des enseignants incluent, en fait, cette espèce de volonté de détendre, mais en même temps de travailler énormément d'heures. Donc c'est sûr que quand on dit « Ah oui, il faut travailler, mais détends, il faut vraiment se détendre, mais travailler en même temps, mais il faut se détendre ». Au bout de 6 heures, c'est compliqué de se détendre. Je pense que c'est ça. Donc le fait de dire il faut se détendre n'inclut pas la détente forcément derrière. Alors du coup, ce qui est un petit peu délicat, alors, du coup moi je parle pour ma jeune expérience du coup d'accordéoniste, c'est que nous on a un instrument qui est déjà qu'on porte sur les épaules, donc déjà il y a un contact physique assez important, et il est relativement lourd puisqu'un accordéon de concert pèse entre 14-15 kilos, ce qui fait que déjà en fait on se met une contrainte de base, et ce qui est pas évident du coup c'est apprendre la souplesse en fait, parce qu'on a tendance du coup même dans l'apprentissage tout petit à se crisper parce qu'on veut maîtriser en fait nos gestes pour du coup restituer la musique au mieux, et également du coup dans l'apprentissage de l'accordéon on nous apprend beaucoup à utiliser le corps, puisque du coup la musique passe par le mouvement puis par le corps tout simplement. Si vous jouez une phrase musicale mais que du coup vous bougez pratiquement pas, ça va être plat, alors que si vous donnez une intention musicale avec le corps, nous en plus on a un instrument à vent où du coup le bras gauche en fait va gérer le soufflet, donc en fait voilà, tout passe par le corps tout simplement. Donc oui, du coup en fait on me parle beaucoup du coup de la souffrance des musiciens, parce que mes deux cousins en fait qui sont violonistes et accordéonistes sont concertistes, et eux-mêmes du coup dans leur apprentissage se sont blessés en fait naturellement parce qu'ils ont travaillé des heures et des heures, et du coup moi on m'a toujours prévenu là-dessus, et du coup de faire attention, donc après du coup boire beaucoup d'eau, faire des pauses, travailler en détente. Mais bon, des fois c'est pas évident en fait de s'écouter, parce que des fois nous on veut avancer, et du coup on oublie en fait de s'écouter, et des fois c'est comme ça aussi qu'on peut se blesser. Moi j'ai eu l'éducation à la française avec les doigts qui articulent de très haut, et où le pianiste se résumait juste à ses doigts. Et en plus la difficulté c'est qu'on a un instrument qui est hyper lourd, qui ne bouge pas, on est assis loin de l'instrument, donc l'instrument est très extérieur à nous. Quand on appuie, le sol se dérobe sous les pieds. Il faut arriver à trouver l'équilibre sur le clavier, arriver à jouer en étant détendu tout en restant très tonique. Et ça, on nous l'apprend pas tellement au conservatoire. Enfin, dans mes années d'apprentissage, non, on nous disait le doigt pour qu'il s'abaisse, il faut déjà qu'il se relève, et ça, évidemment, au bout d'un certain temps, ça crée des grosses tensions de partout. Et est-ce que toi, tu as observé une progression par rapport à ton début et aujourd'hui, justement, sur cet apprentissage du musicien par rapport à son instrument, par rapport à son corps ? Oui, moi j'ai vu toute l'évolution que j'ai pu faire. Plus je travaille en détente, plus mes possibilités techniques grandissent, alors que j'avance en âge, et que quand j'étais au conservatoire on nous disait si à 25 ans t'as pas atteint ton maximum, tu ne l'atteindras jamais. À 56 maintenant, je me rends compte que j'arrive encore à augmenter mes possibilités techniques, et je forme les profs de piano à l'école Martenot, et je commence jamais un cours de piano assis à côté de l'élève en lui disant « Vas-y, je t'écoute ». Ça, pour moi, c'est juste impensable. Les Martenot ont beaucoup travaillé dans les années 40-50 avec des kinés. Et donc déjà, un élève qui arrive, on va commencer par se masser les mains.
on va se poser tranquillement la main dans le clavier par une improvisation légère qu'on va faire à deux, pour déjà pas se sentir tout seul, écouter. Et quand je sens que l'élève, il est vraiment tranquillement dans le clavier, que la respiration est tranquille, qu'il est en accord avec sa respiration, qu'il a le contact avec le clavier, à ce moment-là, je vais lui dire, alors, qu'est-ce que tu vas me jouer aujourd'hui ? Et puis avec la possibilité aussi, s'il n'est pas content de ce qu'il a fait, de refaire une deuxième fois. Ce qui est assez impensable, ce qui était totalement impensable au conservatoire. C'était on joue une fois et le verdict tombait très froidement après. Si je vois que l'élève il se sent pas à l'aise, je lui dis tu veux recommencer. Donc déjà mes étudiants ils sont quand même plus tranquilles, ils savent que et je vais faire comme ils font dans les pays anglo-saxons, je vais faire des commentaires positifs. Ce qui n'empêche pas de dire de temps en temps que on est loin du compte. Mais je vais jamais m'asseoir et un élève va arriver à 9h du matin en lui disant « Vas-y, je t'écoute » et il attaque son étude de Chopin à froid comme ça. Ça me paraît totalement impensable, quoi. Je travaille avec des danseurs. Quand je vois le temps qu'il faut pour qu'ils commencent à bouger un petit doigt, un bout d'épaule... jamais un danseur, ça leur viendra à l'idée de commencer tout de suite à attaquer le ballet en arrivant à 9h le matin. Ils commencent pas... il en faut du temps pour s'échauffer et donc je reprends ça pour mes élèves pianistes. On se rend compte en écoutant le témoignage de Patrick que c'est une démarche personnelle qui suit un parcours de vie. Mais la question est de savoir si aujourd'hui, comme dans une équipe sportive, on a du personnel médical et paramédical qui suit les sportifs, on peut imaginer la même chose pour les musiciens ou musiciennes professionnels d'orchestre au sein même de leur ensemble, de leur orchestre, ou est dans le cadre de leur apprentissage. Qu'en est-il exactement aujourd'hui ? Je sais que ça commence dans les conservatoires français, pas trop. Mais en 91, avant de rentrer à Genève, je voulais partir étudier en Angleterre. Et alors là, c'est pas la même organisation. On reçoit une brochure avec tout le corps professoral. Et il y a aussi le nom de l'accordeur, le nom du kiné, le nom des ostéos, les jours de rendez-vous des kinés, des ostéos. Ils font partie intégrante du personnel de l'Académie royale ou du Collège royal ou de la Guildhall à Londres. Alors qu'en France, il y en a qui commencent à intervenir, mais ça reste confidentiel. Et en Suisse ? Alors du coup, oui, moi qui étudie du coup au conservatoire à Lausanne, du coup je sais que en tout cas au moins depuis cette année, parce que j'en ai entendu parler seulement cette année, qu'ils ont commencé à mettre en place du coup des séances, justement, beaucoup de sophrologie, de la kinésithérapie, des ostéopathes. Mais oui, du coup, voilà, ils commencent à s'intéresser en tout cas. Alors après, ça fait pas longtemps que j'y suis, donc je peux pas dire exactement depuis quand ils s'y intéressent. Mais oui, du coup... ça commence gentiment en tout cas à se mettre en place. Après, je pense que la démarche elle est aussi surtout personnelle. Donc on en entend beaucoup parler, il y a beaucoup de musiciens quand on parle entre nous des fois dans les pauses où on se dit tiens là j'ai mal ici, comment tu fais tel exercice, tout ça. Puis après c'est un petit peu de fil en aiguille qu'on se dit ah bah tiens tu peux aller voir tel spécialiste, telle personne ou quoi pour tes problèmes, tout ça. Et après alors je pense pas que ça soit généralisé au niveau des institutions, mais après ouais c'est surtout une démarche personnelle à partir du moment où on se sent pas bien, comme quand on va aller chez le médecin puis qu'on attrape une angine ou un truc comme ça. Mais moi je constate quand même que les musiciens maintenant en parlent plus. On n'ose plus dire oh là là purée j'ai mal dans le coude là, non ça je fais pas tel morceau. Moi j'ai un copain accompagnateur qui en ayant travaillé le Roi des Aulnes de Schubert s'est déclenché une tendinite et maintenant si un chanteur lui dit je veux faire ça, il dit non. Mais on commence à en parler et ça reste un peu confidentiel. Puis c'est un tel qui connaît l'homme qui a vu l'ours, c'est ah mais va voir un tel, on a mal et la tentation de la pilule est très forte. On s'avale le petit anti-inflammatoire, on va voir le médecin qui cherche pas beaucoup plus loin et de temps en temps alors un tel va vous dire ah mais va voir un tel, mais c'est pas hyper développé, mais ça commence à oser se dire. Moi quand j'ai commencé à avoir mes problèmes en 92 alors que j'étais à Genève, tout de suite j'ai eu le réflexe d'aller voir un médecin du sport qui m'a dit j'y connais rien aux musiciens mais il y a des points communs et qui m'a dit on va éviter les anti-inflammatoires.
Donc il m'avait donné un livre à faire des étirements, à faire des exercices, ce qui m'a beaucoup aidé, mais il a fallu que je me débrouille beaucoup par moi-même. Mais c'est vrai que beaucoup vont voir leur médecin traitant, et tendinite, hop, anti-inflammatoire, pommade, et vous me devez 25 €. Voilà, ça se limite à ça. Parce que la douleur chez les musiciens, c'est quand même pas... Moi, j'avais un prof qui, un jour, m'a dit, je tairai son nom, je suis arrivé au conservatoire en lui disant, voilà, je suis allé voir le médecin, il m'a dit d'y aller doucement, et le prof m'a regardé, m'a dit, si vous avez des douleurs, c'est bien fait pour vous, le piano vous rend tout ce que vous lui faites. Donc quand on a ce genre de réaction, on n'en parle pas trop, on souffre en silence. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu, ce qui fait que c'est très compliqué d'établir un protocole pour un musicien, parce que évidemment c'est multifactoriel. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la performance gestuelle, la performance musculaire, ça les professionnels de santé et les rééducateurs maîtrisent très bien. Et là on a établi beaucoup de protocoles pour soulager les muscles et les tendons, mais il y a aussi le point inconscient de la musique, et notamment de la musique classique, qui est très très basé sur la souffrance, sur la performance, sur la beauté aussi, la beauté musicale, la beauté du son. Et c'est un poids qu'on observe chez les musiciens. Le poids de l'instrument, le poids de l'histoire, le poids des performances, et le poids aussi des grands musiciens qui ont marqué l'inconscient des musiciens, mais aussi l'inconscient des personnes mélomanes ou même pas mélomanes. Tout le monde a 2-3 musiciens classiques en tête sans réfléchir. Et c'est vrai que ce poids-là, ce poids de la performance, ce poids de l'excellence joue beaucoup aussi sur le fait de le dire ou pas qu'il y a des douleurs, et le fait de modifier ses gestes pour éviter les douleurs. La main des musiciennes et musiciens, un podcast La Criée Média à écouter sur toutes les plateformes audio. Une enquête réalisée par Léna Ayou et Karine Paulien avec l'aide de Céline Buissou, ergothérapeute spécialisée dans l'appareillage et la rééducation du membre supérieur et du musicien.